Les membres du conseil d'administration de l'Office du baccalauréat ont été installés dans leurs fonctions après avoir été nommés en conseil des ministres le mercredi 27 juillet 2022. La quintessence de la cérémonie est à suivre. Les cours de vacances ont démarré le mardi 2 août dans plusieurs établissements au Bénin. L'importance et le rôle que jouent ces cours de remise à niveau sont à suivre dans ce journal. Ayman Al-Zawahiri a été abattu dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 juillet par un tir de drone américain dans sa résidence d'un quartier Oupé à Kaboul en Afghanistan, a annoncé lundi 1er août le président Joe Biden lors d'une courte allocution télévisée depuis la Maison-Blanche. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir à vous et bienvenue à ce journal. Rencontre ce mardi 2 août 2022 entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et le corps diplomatique. Le point des actions et faits marquants de l'actualité diplomatique béninoise et les perspectives étaient au menu des échanges. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre des rencontres périodiques avec les chefs de missions diplomatiques accrédités au Bénin. L'événement important et le plus récent, c'est la visite de travail au Bénin du président Emmanuel Macron. C'est un parfait reflet du partenariat renforcé et renouvelé entre la France et le Bénin. La session annuelle du programme alimentaire mondial à Rome. Lorsque le président avait été invité pour être célébré, vous savez qu'il n'aime pas beaucoup les grandes célébrations, en tout cas, ce n'est pas sa tasse de thé, comme on dit. Il a souhaité que notre pays soit représenté par Madame Talata, la vice-présidente de la République. Et ce déplacement à Rome a permis de partager notre expérience, de partager notre vision en matière d'alimentation scolaire. Et ceci a permis de réaffirmer le modèle que notre pays constitue au sein de la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. Le sommet des chefs d'État de la CEDEAO a décidé de nommer le président Patrice Talon, c'était le 3 juillet dernier, champion de la restitution des biens culturels. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance de la vision, de l'engagement et du rôle de pionnier du président Patrice Talon qui a abouti à la restitution historique par la France de 26 œuvres des trésors royaux du Dahomey en novembre 2021. Pour la Guinée, le président Talon a proposé son prédécesseur et ses pairs, le 3 juillet dernier, ont accepté. Et donc, M. Thomas Boniaï a été désigné comme médiateur de la crise de Guinée. Et immédiatement après sa désignation, il a été félicité par le président Talon. Et j'ai été instruit, moi, pour que la machine des affaires étrangères puisse l'accompagner. Nous avons le sommet Afrique-États-Unis qui est en gestation, qui est en préparation. Je peux vous dire que le président se rendra aux Pays-Bas. Nous allons participer bien naturellement à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. Il y a la TICAD 8. La TICAD 8 qui est prévue en Tunisie. Nos chaleureuses félicitations aussi. Nous présentons au chef de l'État nos remerciements les plus sincères pour les journées mémorables, le 30 juillet et le 1er août, qui nous ont permis de mesurer l'immensité de l'histoire et de la culture béninoise à travers les monuments inaugurés. Le défilé militaire du 1er août a été une occasion pour montrer au monde la solidité de l'union nationale béninoise et a permis de valoriser d'une manière majestueuse la bravoure de la femme béninoise. Nommés en Conseil des ministres le mercredi 27 juillet 2022, les membres du conseil d'administration de l'Office du baccalauréat ont été installés dans leurs fonctions. Cette cérémonie a été présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, hier mardi 2 août 2022 à Cotonou. Les membres du conseil d'administration de l'Office du baccalauréat sont désormais installés dans leurs fonctions. La cérémonie ayant consacré leur installation a eu lieu ce mardi. Ils avaient été nommés au cours du Conseil des ministres du mercredi 27 juillet 2022. La réforme qui a conduit à l'installation proprement dite est historique. En effet, le Conseil d'administration, par son rôle, se chargera de définir la stratégie générale de l'Office du baccalauréat et de veiller sur sa mise en œuvre, de déterminer son mode d'organisation par l'adoption de son organigramme
et de ses procédures. Le conseil d'administration ainsi installé se chargera de définir la stratégie générale de l'Office du baccalauréat, de contrôler l'action du directeur général et d'informer le gouvernement de ses actions à la diffusion des comptes rendus réguliers par l'appréciation du ministre de tutelle. Le défi d'appui au directeur pour l'amélioration de la performance administrative de l'Office du baccalauréat. 2. Le défi d'appui au directeur pour une gouvernance irréprochable du processus d'organisation efficiente du baccalauréat. Le défi d'appui au directeur pour le plaidoyer en direction du gouvernement à travers le ministère de tutelle en vue de doter l'office d'un cadre de travail approprié. Faisant d'une pierre deux coups, la cérémonie d'installation des membres du conseil d'administration de l'Office du bac a servi de cadre de présentation des meilleurs candidats à cet examen. Nous avons des candidats qui ont eu plus de 18 sur 20 de moyenne. Alors, les autres années, c'était 3 ou 4, mais cette année, je pense que nous avons 7 qui ont eu 18 sur 20. Nous n'avons jamais eu autant de 18 dans l'histoire du baccalauréat. En 52 ans d'existence, c'est la première fois que l'Office du bac du Bénin se dote d'un tel outil qu'est le conseil d'administration. Revue du plan de travail annuel au 30 juin du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. L'exercice a démarré ce mardi dans un complexe hôtelier à Cotonou en présence de la ministre Véronique Tony-Fodé. Il ressort du bilan établi qu'un retard est accusé dans l'exécution du PTA et des efforts s'imposent à ces différents cadres pour donner le résultat attendu au bout de l'année. Compte rendu. Les cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance font la revue du plan de travail annuel au 30 juin 2022 dans leur secteur. Au cours de l'exercice, ils ont fait le bilan des différentes actions menées depuis le début de l'année afin d'évaluer les acquis et de situer les obligations qui s'imposent pour une meilleure exécution du budget. Le secteur des affaires sociales et de la microfinance, dont vous êtes les composantes essentielles, ne saurait souffrir d'aucun retard dans la mise en œuvre de ces activités et projets au risque de pénaliser nos cibles. Il est donc impératif que nous prenions au cours de cette revue les mesures qui s'imposent pour rattraper le grand retard accusé au cours du premier semestre. Ainsi, au-delà de l'évaluation du niveau d'exécution des actions prévues au plan de travail annuel et du niveau de consommation des crédits, nous allons retenir au cours de nos travaux les modifications importantes à apporter à notre planification de départ. Des planifications ont été aménagées au cours de cette revue pour, au bout de l'année, obtenir des résultats plus probants. Pour le compte de ce premier semestre, nous avons atteint globalement des taux d'exécution physique et financière respectifs de 28,42% et 19,82%. Un résultat très peu reluisant et pas encourageant au regard des ressources mises à notre disposition pour le compte de l'année 2022. Les travaux de la présente revue qui débutera constitue le gage d'un réaménagement rationnel, aussi bien des activités que de la gestion transparente et efficace des ressources publiques impulsées par la loi organique relative aux lois de finances. Dans cette optique de respect de la LOLF et de ses textes d'application, nous avons invité le ministère de l'Économie et des Finances pour nous entretenir au cours de nos travaux sur une innovation de la gestion en mode programme. Il s'agit de l'élaboration du rapport national de performance à laquelle nous sommes désormais appelés à contribuer à travers les rapports annuels de performance de nos programmes budgétaires. Les 2 jours d'assises qui commencent sont les moments pour nous d'apprécier à mi-parcours l'exercice budgétaire entamé, les efforts fournis, les difficultés qui ont entravé la mise en œuvre correcte des activités, ainsi que les mesures nécessaires à prendre pour recadrer les objectifs futurs. L'exercice qui dure 2 jours permet à ces cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance
de repartir sur de nouvelles bases. Et je l'annonçais en titre, les cours de vacances ont démarré ce mardi 2 août 2022 dans la plupart des établissements scolaires. C'est une activité de renforcement et de mise à niveau des apprenants avant le démarrage d'une nouvelle rentrée scolaire. Mais quelle est l'importance de ces cours scolaires qui se déroulent pendant les vacances? Sont-ils vraiment indispensables pour mieux préparer les apprenants à la reprise des classes? Nous avons posé la préoccupation à un enseignant. Je vous propose de suivre sa réponse dans cet élément de Kenneth Eganwi. Les cours de vacances sont des activités qui permettent aux apprenants d'avoir de nouvelles connaissances ou notions de classe avant le démarrage de la rentrée. Ils se déroulent généralement au mois d'août et sont des moments de renforcement pour mieux aborder la nouvelle année scolaire. Les cours de vacances permettent donc de gagner du temps au démarrage de la nouvelle rentrée et de ne pas s'attarder sur certaines notions. Cependant, ces cours ne devraient pas constituer la priorité durant les vacances. Ce qui est important, c'est d'identifier les compétences qui manquent à l'apprenant. Il revient donc aux parents de détecter dans quelle discipline l'enfant a besoin de renforcement avant de décider qu'il aille suivre des cours de vacances. C'est dans l'intérêt de tout apprenant qui choisit les cours de vacances d'y prêter grande attention, mais aussi ne pas suivre ces cours n'est pas une fatalité. Suivre ou ne pas suivre les cours de vacances ne constitue donc pas un frein à la bonne préparation de la rentrée prochaine. Il revient à chaque apprenant de se prendre au sérieux et mettre le temps qui reste à profit pour se mettre à jour. La liste du classement des établissements par taux de réussite au baccalauréat session unique de juin 2022 a été rendue publique par le ministère de l'Enseignement supérieur. D'après la liste, parmi les 10 030 établissements, 10 ont enregistré 0% comme taux de réussite et 18 ont pu obtenir 100% de réussite. Quelles sont les astuces et les comportements que doivent avoir les collèges et établissements pour avoir de bons résultats? Réponse dans ce reportage. Diriger un établissement scolaire est une lourde et grande responsabilité. La soif de réussite de tous les candidats aux différents examens est l'objectif principal. Le directeur du complexe scolaire Notre-Dame de Lorette dévoile les secrets de la performance de ses apprenants aux différents examens.
Cependant, le manque de suivi de la part des parents est un facteur qui favorise les lacunes des candidats et empêche leur réussite. Le suivi des enfants. Avoir des enseignants et professeurs de qualité pour bien cadrer les candidats, les cours de renforcement et relever les points faibles de l'apprenant font partie des meilleures solutions et astuces pouvant permettre aux établissements et collèges d'avoir de bons résultats. Ainsi prend fin les informations au plan national. On démarre à présent avec la page Inter, le bilan des inondations survenues pendant le week-end dans la ville de Mbale, dans l'est de l'Ouganda, est monté à 24 morts et au moins 10 blessés graves. 2 rivières sont sorties de leur lit après des pluies diluviennes. Elles ont provoqué des coulées de boue, causant des dégâts considérables et obligeant des centaines d'habitants à quitter leur foyer. En Ouganda, les inondations qui ont frappé la ville de Mbale ce week-end ont fait au moins 24 morts, un bilan revu à la hausse ce mardi. Parmi les victimes, un groupe de personnes qui se sont retrouvées prises au piège dans un minibus. Nous avons dû courir pour sauver nos vies en essayant d'ouvrir la porte. Mais l'eau est rentrée à l'intérieur. Mais par la grâce de Dieu, nous avons juste réussi à passer et nous avons tout laissé derrière nous. 2 rivières sont sorties de leur lit le week-end dernier après que la région ait été touchée par de fortes pluies, provoquant des coulées de boue. Dans cette école secondaire de Mbale, la montée des eaux a engendré d'importants dégâts matériels. Le courant de l'eau était particulièrement fort. Alors nous avons quitté les lieux parce que nous ne pouvions pas faire grand-chose. L'eau montait très rapidement, donc beaucoup de choses ont été perdues. Les recherches se poursuivent. Les habitants ont reçu pour consigne de se mettre à l'abri alors que les pluies continuent de s'abattre sur la ville.
En Afrique du Sud, 40 hommes ont été arrêtés ce mardi. Ils sont soupçonnés d'exploitation minière illégale. La police et son équipe d'intervention tactique ont mené à bien cette opération de grande ampleur dans un vaste plan de lutte contre l'orpaillage illégal. Cette dernière mission était spéciale car elle s'est déroulée au lendemain d'un viol collectif dans la même zone. 40 hommes soupçonnés d'exploitation minière illégale ont été arrêtés ce mardi à Krugersdorp, près de Johannesburg, en Afrique du Sud. Unité de police en nombre, équipe d'intervention tactique, chiens renifleurs et hélicoptères de soutien. Cette opération de grande ampleur menée par la police sud-africaine s'inscrit dans un vaste plan de lutte contre l'orpaillage illégal. Cette opération fait partie des descentes soutenues que nous effectuons dans la province pour continuer à lutter contre les mines illégales et les entreprises illicites. Mais cette dernière mission se situe à un autre niveau. Habituellement, nous menons simplement des interventions perturbatrices durant lesquelles, par exemple, nous confisquons aux mineurs leurs outils de travail. Comme le dit ce policier, cette dernière mission était spéciale car elle s'est déroulée après qu'un viol collectif a eu lieu jeudi dernier dans la même zone et pour lequel la police a accusé des immigrés clandestins travaillant dans les mines de la région. Cependant, aucune des personnes arrêtées mardi n'a été directement liée à ce drame. Tout un matériel d'investigation permet aux enquêteurs sud-africains d'être les plus précis possibles. La prise d'empreintes digitales, d'ADN, d'échantillons buccaux, peu importe, sont les maillons de nos enquêtes. Nous continuerons à le faire car cela nous aide également à relier ces personnes à d'autres crimes qu'elles ont commis auparavant. Cela nous aidera donc à continuer à nous occuper de ceux qui nous échappent depuis longtemps. L'opération de mardi a donné lieu à une fusillade. Les policiers ont donc également retrouvé des douilles qui doivent maintenant être analysées. Une délégation militaire s'est rendue à Béni, au nord-est de la RDC, 2 jours après que les casques bleus ont ouvert le feu à un poste frontière. Le président Félix Tshisekedi a dit partager sa totale désapprobation du comportement des casques bleus. Une délégation militaire congolaise s'est rendue à Béni, au nord-est de la République démocratique du Congo ce mardi, 2 jours après que les casques bleus ont ouvert le feu à un poste frontière avec l'Ouganda. Le gouvernement ne peut pas abandonner son peuple. C'est pour cela que je suis là avec vous et les autres, en attendant qu'on puisse suivre leurs soins appropriés ailleurs ou bien à Béni, selon la réquisition du médecin. Dimanche, des casques bleus de retour de congé en Ouganda ont ouvert le feu avant d'ouvrir la barrière et traverser la frontière congolaise au poste de Kassindi à Béni. Au moins 2 personnes ont été tuées et 15 autres blessées. J'étais près de l'avenue de l'hôtel quand la MONUSCO est arrivée et a commencé à tirer sur les gens. Ils ont tiré sur n'importe qui. On m'a tiré dessus alors que je me cachais. J'essayais de voir ce qui se passait. Les manifestants accusent les casques bleus d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés présents dans l'est du pays. Lundi, Félix Tshisekedi a présidé une réunion de crise. L'objectif, réévaluer la présence de la MONUSCO en RDC. Les casques bleus sont venus de l'est et comme ils venaient de passer à la barrière de la DGM, alors il fallait qu'ils traversent la barrière de la DGDA et après ça, après l'ouverture de la barrière, et même se sont donné le courage de passer et entrer dans la cité. Et là, ils ont commencé directement à tirer sur la population qui était à colère de l'entrée de ces casques bleus au niveau de chez Kassindi. Selon les autorités congolaises, au moins 36 personnes sont mortes dans les manifestations anti-MONUSCO qui ont débuté le 25 juillet dernier. Les électeurs du Kansas dans le Midwest américain se sont prononcés mardi pour le maintien de la garantie constitutionnelle sur l'avortement lors du premier scrutin majeur sur l'avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit fédéral à l'IVG. Les électeurs de cet État conservateur ont rejeté un amendement qui aurait supprimé le texte garantissant le droit à l'avortement dans la Constitution de l'État et aurait pu ouvrir la voie à une réglementation plus stricte ou à une interdiction.
Les défenseurs du droit à l'avortement ont remporté une victoire importante mardi soir au Kansas. Les électeurs de cet État, pourtant conservateur, ont largement rejeté une proposition visant à supprimer le droit à l'IVG lors d'un référendum. Avec un taux de participation qui a dépassé les 50%, le non l'a emporté avec près de 20 points d'avance. Une coalition d'électeurs de tout l'éventail politique s'est réunie aujourd'hui et a voté non. Ils ont voté non pour protéger leurs voisins et pour ne pas modifier la Constitution. Et vraiment, vous savez, ils ont démontré que nos racines d'État libre, ici au Kansas, sont bien vivantes. Ce scrutin, le premier depuis l'arrêt de la Cour suprême revenant sur le droit fédéral à l'avortement, était vu comme un test politique au niveau national. Certains États, comme la Californie et le Kentucky, doivent voter sur la question en novembre, en même temps que les élections de mi-mandat, alors que d'autres ont d'ores et déjà imposé des interdictions ou des restrictions. Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a été tué par un tir de drone américain à Kaboul, en Afghanistan. Sorti sur le balcon de sa maison, l'ex-bras droit de Ben Laden a été éliminé par une ogive cinétique, une version modifiée du missile Hellfire qui a pour particularité une précision extrême de ciblage. L'Égyptien Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan, a annoncé le président américain Joe Biden dans une allocution prononcée lundi soir depuis la Maison-Blanche. Justice a été rendue et ce chef terroriste n'est plus. Samedi, sous ma direction, les États-Unis ont mené à bien une frappe aérienne à Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda. Zawahiri était le chef de Ben Laden. Il était son numéro 2 lors de l'attaque terroriste du 11 septembre. Il a joué un rôle essentiel dans les attentats à la bombe contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, qui ont tué 224 personnes et fait plus de 4500 blessés. L'Égyptien Ayman al-Zawahiri a pris la tête d'Al-Qaïda après la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Il a été inculpé aux États-Unis pour son rôle dans les attentats à la bombe du 7 août 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Au cours du week-end, le ministre afghan de l'Intérieur avait démenti les informations faisant état d'une frappe à Kaboul. Toutefois, le porte-parole des talibans qui dirigent l'Afghanistan a reconnu lundi l'existence d'une attaque aérienne. L'Ukraine a repris ses exportations de céréales pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, il y a 6 mois, avec le débarquement d'un premier bateau du port d'Odessa à destination du port de Tripoli, district de Tripoli au nord de Beyrouth, lundi, conformément aux termes d'un accord international qui doit permettre d'atténuer la crise alimentaire mondiale. La première cargaison de céréales ukrainienne attend son inspection au large des côtes turques. Le navire chargé de céréales en provenance d'Ukraine est arrivé au large des côtes turques où il doit passer la nuit avant son inspection le matin par des représentants russes, ukrainiens, turcs et onusiens. Le Razoni a quitté le port d'Odessa avec 26 000 tonnes de blé. Il ouvre la voie aux 16 autres bateaux chargés de céréales qui attendent leur tour. Les préparatifs et la planification se poursuivent pour que d'autres navires exportent des céréales et des denrées alimentaires depuis 3 ports ukrainiens. Le bateau est parti lundi d'Odessa, direction Istanbul, et se dirigera ensuite vers Tripoli au Liban. Après avoir progressé lentement dans les eaux ukrainiennes en raison de la présence possible de mines, le cargo a été ralenti par le mauvais temps en mer Noire. Les autres navires bloqués depuis l'invasion devraient eux aussi quitter le grenier de l'Europe pour permettre de soulager la crise alimentaire mondiale croissante. Ainsi donc se referme cette messe informative. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux, Facebook et YouTube. Bonne suite de programmes à vous sur Speedline TV et portez-vous bien.